Donc, euh, troisième cours du module données du web qui sera concentré sur que j'ai appelé Galaxy. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Autour de ce noyau, il y a des outils, donc XPath et XSL qu'on va voir en détail aujourd'hui, qui permet de sélectionner des fragments de documents pour XPath et transformer des documents XML pour XSL. Il y a deux autres outils qui s'appellent Xlink et Xpointer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux outils. Et tout autour de cette, ce noyau un peu élargi, il y a les dialectes qui font que finalement XML sert à quelque chose. Parce que si on restait que au noyau, je l'ai déjà dit, ça serait une coquille un peu vide, mais ça pose les bases de plein de choses utiles. On va notamment voir Sax et DOM pour manipuler des objets XML. On va rapidement avoir quelques exemples en SVG qui est un outil de graphique vectoriel. Et j'en ai cité quelques autres, mais c'est loin d'être fini. Et tout ça rentre dans un flux de travail général du XML qui comporte souvent des feuilles de style, pas que XSL, mais CSS aussi. Dans cette partie, je vais vous présenter XSL, qui est le langage de transformation de documents XML. Des langages de feuilles de style XML qui permet de transformer des documents qui se basent sur un certain modèle qui est un document XML à son tour, possédant un certain nombre d'éléments obligatoires. Et ça donne le plan de cette partie-là. Donc, on a un document XML contenant l'élément racine et premier niveau c'est library. Ensuite, il y a des éléments de type book qui ont des titles, des auteurs et des références. On peut ouvrir ce document avec un navigateur et le navigateur a une visualisation par défaut des documents XML qui la représente comme un arbre avec des plus et des moins devant des éléments et quand on clique sur un plus ça déroule l'élément et quand on clique sur le moins ça compacte l'élément, ça ne montre pas son contenu. Euh, si on ajoute un appel vers une feuille de style dans ce document XML, donc un des deux lignes, et on peut appeler une feuille de style CSS. Là, je ne rentre pas dans les détails des CSS, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais ça permet le CSS comme Cascading Style Sheet, permet également de définir un peu la mise en forme de différents éléments par rapport à leur balise. Des books, là, les éléments book, ils auront ces éléments de style. Le title, il aura une couleur bleue, ainsi de suite. L'auteur, le référence, il a une couleur rouge. Voilà, c'est la structure, un petit exemple de CSS, mais je passe aux feuilles de style XSL. Comme vous voyez, c'est un document XML. Si vous ne y comprenez rien, c'est pas grave. On va découvrir au fur et à mesure, mais juste un exemple, c'est comme ça qu'on donne la même chose. Vous retrouvez un color blue ici, à un moment donné. Euh, vous retrouvez un style de police, ainsi de suite. Vous retrouvez un color red au milieu. Donc ça vous donne quelques indications que ça va modifier aussi la mise en forme. On ouvre le document avec un navigateur et on a quasiment le même résultat pour les deux visualisations. Là, le navigateur va rencontrer l'instruction de traitement en début du document XML, va aller chercher la feuille de style, va appliquer sur le document XML et va le montrer. Euh, donc ici, on voit que il y a l'auteur qui est pour le CSS, le titre il est en bleu et la référence est en rouge, que pour le XSL, c'est l'auteur qui est en rouge et la référence en bleu. Voilà,
ça met en forme. C'est plus la vue code source, mais c'est une mise en forme du document XML. Donc, XSL est un langage pour transformer des documents XML dans d'autres documents XML a priori. C'est développé par W3C, c'est une recommandation et il y a une deuxième version depuis 2007. Ça utilise la syntaxe XML et des expressions XPath. Il peut être généré à son tour par du XSL. XSL peut générer d'autres documents XSL. Et il y a des processeurs, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Il peut être appliqué à travers quasiment tous les langages de programmation et les navigateurs également. Les navigateurs incluent par défaut des processeurs XSL, donc ils savent comprendre, traiter et appliquer des feuilles de style XSL sur les documents HTML ou XML. Donc, ça permet de décrire comment un document XML doit être transformé dans un autre document XML ou HTML. Bien sûr, il faut que les documents XML en entrée soient bien formés. Le résultat sera à peu près obligatoirement bien formé. Donc, quel est le principe? On part d'un document source qui est converti dans un document résultat par un processeur XSL et à l'aide d'une feuille de style. Donc, on a le document source qui est D, on a la feuille de style, on a le processeur qui est P, et ça transforme le document D à l'aide du feuille de style dans un document D' qui est le document résultat. Donc, on peut définir plusieurs feuilles de style pour un même document. C'est là qu'il y a entre autres une des raisons. J'en ai parlé au début de mon cours que XML sépare le contenu, la structure physique et la structure logique. Un document XML a priori contient des données dans leur structure logique et ce sont des feuilles de style qui permettent de transformer ces structures logiques en une ou plusieurs structures physiques en fonction des besoins de l'affichage. Donc, on peut avoir un affichage détaillé, un sommaire, un catalogue. Et, en fonction de... Ça peut cacher des choses à des utilisateurs par droit d'accès ou ça peut adapter l'affichage au dispositif. Si c'est un écran haute résolution ou c'est un petit écran de smartphone de grande taille, voilà. On peut afficher les mêmes données selon différentes manières et tout ça sans modifier les données dans leur structure logique originale, mais juste en appliquant différentes feuilles de style. Donc illustration, voilà, on a un document XML, on fait deux feuilles de style et ça donne deux affichages différents. Les feuilles de style peuvent se mettre aussi dans un flux d'affichage ou de traitement XML plus global. Ça peut être côté serveur, avec différents langages de serveur appliqués sur un document XML qui est côté serveur, le transformer côté serveur et l'envoyer au client que le résultat transformé. Ou ça peut être chez le client. Donc on peut envoyer le XML complet chez le client et la feuille de style et demander à son navigateur par exemple ou à un client de transformer le document. Ce qu'il faut voir, c'est que le premier exemple, c'est on n'utilise pas du tout de feuille de style, on utilise un langage qui exploite directement le document XML pour faire la mise en forme ou extraire les bonnes informations. C'est important de savoir qu'il y a différentes architectures parce que c'est une question de choix quand vous mettez en place un système. Si vous avez un serveur qui est puissant et qui peut être utilisé, dans ce cas, vous laissez transformer le document côté serveur. Il faut imaginer que s'il y a beaucoup de requêtes, le serveur aura beaucoup de transformations à faire. Ça coûte de processeur et de mémoire à transformer. Ou également, si vous voulez pas que les
les utilisateurs, les clients voient tout en fonction de leur... Un utilisateur se connecte, saisit un login, un mot de passe, il est attribué à une catégorie d'utilisateurs. Quand je me connecte par exemple en tant que professeur à un Moodle, je vois un certain affichage des pages. Quand vous vous connectez en tant qu'étudiant, vous voyez une autre affichage des pages et j'ose croire que la transformation se fait côté serveur et qu'à vous, on ne vous transfère pas l'ensemble des informations personnelles ou des détails des discussions entre professeurs vous concernant, et qu'à moi, je vois que ce qui concerne mon module données du web, éventuellement les échanges académiques, et tous ces filtrages, si par ailleurs les données sont stockées en XML ou sont côté serveur, euh, les données sont filtrées, par exemple avec des feuilles de style côté serveur. Donc soit vous avez un serveur puissant ou vous savez que les clients ont des ressources faibles, sont des cartes embarquées ou des objets intelligents ou des smartphones qui n'ont pas beaucoup de batterie, vous voulez faire le traitement côté serveur. Par contre, si c'est votre serveur qui est la ressource critique et que vous supposez que les clients ont de la ressource, bah vous envoyez XML et XSL au client et comme ça, votre serveur est allégé, le client est alourdi et c'est lui qui fait le travail. Donc les deux existent et en fonction de type d'application que vous développez et vos connaissances sur les clients et sur votre serveur qui euh, va guider vos choix. Quel est le modèle de traitement? Ça, c'est un gros morceau. J'espère que d'ici à la fin de DTP, vous allez comprendre. J'essaie de vous la faire comprendre un peu maintenant. L'unité de base d'une feuille de style, c'est la règle, template en anglais. Il y a deux manières de programmer, soit impératif, soit déclaratif en XSL. Je vais y revenir là-dessus. Une règle, ça produit un résultat et ça s'applique sur le contexte d'un nœud. Là, c'est du vocabulaire encore. Une règle produit un résultat qui est souvent un fragment du document résultat. Et le résultat global est produit souvent par une hiérarchie, un ensemble de règles qui se déclenchent s'appliquent sur des nœuds du document source et qui produit des fragments du document cible. Ça peut créer des nouveaux éléments, ça peut réordonner, organiser les éléments du document, filtrer les éléments du document source. Mais on parle de règles. Chaque règle a deux parties. Il y a une partie motif ou pattern en anglais qui est définie souvent par une expression XPath et qui décrit les nœuds du document source sur laquelle cette règle s'applique. Et il a un modèle ou résultat qui décrit la structure ou les éléments qui sont produits par le résultat. Un exemple très simple, chaque règle, donc l'élément XML, c'est XSL2.template. XSL ici, c'est un prédicat, au sens, c'est un espace de nom. On a vu ça mercredi dernier, ça remonte un peu à loin, mais c'est pour pouvoir distinguer plusieurs définitions. Donc XSL2. Tout ce qui commence en général par XSL2. Dans une feuille de style est considéré comme instruction et interprété. Tout ce qui ne commence pas par XSL2 est recopié sous le résultat. Donc ici, XSL template, ça indique c'est la balise qui marque le début d'une règle. Match, c'est un attribut et qui contient le motif. Ici, le motif est title. Donc cette règle va s'exécuter sur chaque nœud avec la balise title du document source et produit une chaîne de caractères qui est I am now in a title node qui va être recopiée dans le document résultat. Et la règle se termine par le slash, la balise fermante, donc correspondant à sa balise ouvrante qui est XSL template. Voilà tout ce que je viens de dire.
Euh, une feuille de style XSL a un prologue, comme un document XML, avec une déclaration, c'est le document XML. Il a la définition de l'espace nom, donc du prédicat XSL, qui pointe vers le schéma ou le DTD du XSL, et suivre un certain nombre de règles avec leur attribut match qui définit leur motif de déclenchement. Et se termine, des règles, ils peuvent être, il y en avoir autant qu'on souhaite, mais ce qui est important, c'est que chaque règle, les règles sont frères. Et un règle ne peut pas en contenir un autre. Il ne peut pas avoir une règle qui est enfant ou descendante d'une autre règle. Les règles sont tous frères et ils sont tous au même niveau et enfants de la balise stylesheet. Donc, comment ça se passe ensuite? Le processeur XSL va analyser le document source. Et chaque nœud rencontré, chaque élément rencontré dans le document source, pour chaque élément, il va vérifier s'il y a une règle qui match, qui correspond, dont le motif correspond à l'élément donné. S'il en trouve une règle, alors il va appliquer cette règle sur cette nœud et dans le document sorti, dans le résultat, il va remplacer tout l'élément avec le résultat de la règle. Ensuite, ici, il se peut qu'il y ait plusieurs règles qui se déclenchent. Si on a des motifs qui se ressemblent, il y a une manière de prioriser en précisant un attribut priority, ou sinon c'est souvent celui qui est plus précis qui est appliqué. Ça arrivera, en général il faut éviter ça, donc je vous mentionne ici, mais il faut éviter qu'il y a deux règles qui se déclenchent pour un même élément. S'il n'y a pas de règle trouvée par l'élément, alors XSL contient une règle par défaut et pour chaque type de nœud. On va y revenir sur ce règle par défaut. Justement, ce règle par défaut, c'est on va examiner chaque enfant du nœud pour trouver des résultats. Et si c'est un élément, si c'est un texte, on va afficher le contenu textuel dans le résultat. Donc, on voit un nouveau mot-clé ici, le Apply Template. Ça permet de déclencher l'examen de règles pour les descendants du nœud contexte. Donc, ça, c'est la règle par défaut, donc, qui se déclenche sur un étoile ou sur la racine. Donc, n'importe quel élément, n'importe quel nœud, et qui simplement va déclencher l'examen des règles pour tous les descendants. Et si le nœud est de type texte ou attribut, alors on va afficher leur contenu. Ça, c'est les règles par défaut. Si c'est une instruction de traitement ou commentaire, on ne fait rien. Donc, soit il y a des règles explicites, soit il y a la règle par défaut. La règle par défaut, on vérifie tous les descendants, et si c'est un texte ou attribut, on affiche son contenu. Si c'est pas si c'est un élément, on va vérifier tous les descendants. Donc, on parcourt le document source. En général, ça c'est la règle de base, la manière de base dont XSL marche. Bonne pratique, on définit souvent une règle qui se déclenche sur la racine du document, qui va générer le cadre du document résultat. Et dans cette règle-là, soit on parcourt les éléments, soit on déclenche avec un Apply Template qu'on vient de voir l'examen des descendants de la racine. Donc. Et ça s'appelle en général une règle cadre, règle de premier niveau. Et après, il y a d'autres règles qui se déclenchent pour les différents sous-éléments, qui est de recopier les nœuds texte, et si il y a des éléments descendants, de vérifier pour chaque descendant s'il y a des règles explicites. Voilà.
Euh, dans une règle, on peut déclencher, produire du texte constant, comme dans mon exemple tout à l'heure, le I am in a text node, ça c'est du chaîne de caractères constant. Une règle peut produire du texte, peut produire des balises XML, tout ce qui ne commence pas par slash, par XSL de points, il est recopié tel quel dans le résultat, peut aller chercher des éléments, des valeurs d'éléments. Le value of, l'élément XSL value of va chercher la valeur d'un élément ou de plusieurs éléments. Il possède un attribut dont la valeur doit être une expression XPath. Et ça va recopier les valeurs des résultats de cette expression XPath. XSL copy-of va recopier les valeurs avec leurs balises. C'est ça qui est la différence entre value-of et copy-of. Value-of ne contient que le contenu des nœuds, alors que copy-of contient les balises englobantes aussi. Et le apply template, par défaut, il vérifie tous les descendants du nœud contexte, le nœud qui a déclenché la règle dans laquelle ce apply template s'est appelé. Mais il peut avoir un attribut select dont la valeur est là une expression, là encore une expression XPath, et qui permet de ne vérifier pas sur tous les descendants, mais sur uniquement les descendants, enfin le résultat de cette expression XPath, les nœuds qui sont résultats d'expression XPath. On peut trier, on peut exprimer des conditions. If ou choose, c'est choix multiples. Et en général, les expressions des attributs match et select contiennent des expressions XPath, les valeurs. Donc ça, c'est le règle par défaut. Je vous en ai parlé. Un exemple simple. On a une table avec une description des personnels du 4e étage, avec des balises personnes, avec un nom et une office, enfin un bureau. On peut définir une règle pour chaque personne qui va produire un élément de liste. LI en HTML, c'est un list item, c'est un élément d'une liste, et qui contient deux instructions XSL, XSL value of, qui va sélectionner name. Alors ici, il faut savoir que name est une expression XPath qui est calculée dans le contexte du nœud courant. Ici, le nœud courant, c'est person. Donc, on est dans le nœud person. Et name et office sont des enfants. Donc, quand on évalue name et office dans le contexte de personne, ça désigne les enfants. Et donc là, on va récupérer leur contenu, texte, à son tour. Et ça va générer ces trois éléments LI avec chaque fois le nom, un tiret qui était juste après le premier value of, il y a un tiret à la fin de ligne. Et ensuite, le bureau de chaque personne, si on parcourt le document qui était sur la page précédente. On peut avoir des expressions XPath un peu plus complexes. On peut utiliser d'ailleurs toute expression XPath valide passe dans ces attributs-là et est évaluée. On peut accéder à des attributs et on peut avoir même des boucles. Je vous ai dit au départ que dans XSL, on peut combiner une programmation dite impérative et une programmation dite déclarative. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la différence. Dans le déclaratif, on décrit la structure de résultat. C'est typiquement l'utilisation des règles. Et ensuite, c'est le programme, le processeur qui se débrouille pour produire ce résultat. Là, les templates, les règles XPath, XSL sont typiquement une manière de programmer déclaratif. Et si vous faites du Java, du Python, du C++, vous faites de la programmation impérative. Là, vous avez des procédures, vous avez des fonctions, vous avez des boucles, vous avez des variables. Et ça, c'est la programmation impérative. On dit au programme que faire, alors que dans la programmation déclarative, on décrit ce qu'on souhaite obtenir. Comment il le fait, c'est son problème. C'est
effectivement, ce que je vous expliquais, l'application des règles, ça c'est toujours la même chose. En manière déclarative, vous décrivez avec des règles la structure. Comme on a vu sur la page précédente, que je vais obtenir une balise LI avec la valeur du nom et la valeur du bureau, avec un tiret entre les deux. Après, c'est le processeur qui se débrouille pour, enfin, en examinant le document source, chaque fois quand il tombe sur une personne, il va produire ce résultat. Comment il le fait, on ne sait pas exactement. S'il utilise un boucle, deux boucles, combien de variables, combien de procédures, on ne sait pas. On a décrit ce qu'on voulait trouver, le reste c'est au processeur. Mais en XSL, on peut également préciser comment on veut faire, on peut utiliser des boucles, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Le point, ça permet de récupérer l'élément contexte. Un autre exemple, imaginons un document XML qui décrit les séances d'un cinéma avec des salles, euh, avec des horaires, avec des films, avec des sessions, enfin des projections, avec des heures. Bon. Donc c'était la mise en forme du document avec cette feuille de style qui va chercher pour une salle son numéro pour le mettre en tant que titre niveau 2, affiche le chaîne constant movie et va chercher le titre, la valeur du titre qui est enfant du film, qui est enfant à son tour de roue. Ensuite il va chercher l'auteur. Et ensuite, dans une boucle, va afficher une liste ordonnée de heures de début de session. Le point, ça se réfère aux sessions qui est la variable de boucle. L'expression XPath session, session va aller chercher tous les éléments session contenus dans l'élément session avec un S qui a son tour et enfant de room et va produire pour chacun une balise LI dont la valeur est un nœud texte qui est l'heure compte tenu de la session sans S ici on y fait référence avec ce point à l'intérieur de la boucle. Donc le nœud contexte est la session contenant le texte de l'heure. Ça produit ce résultat avec le room numéro 2 par exemple, movie qui est la chaîne constante, Alien qui était le titre, Ridley Scott qui était l'auteur et la liste ordonnée avec les heures de début de session. Et ça, c'est à intégrer dans une page HTML plus complet. Donc, en général, on obtient un résultat final en combinant plusieurs règles. Il y a souvent une règle initiale qui se déclenche sur la racine et qui produit le cadre du document résultat. Et ensuite, on fait soit une boucle for, soit un apply template pour vérifier, parcourir des nœuds de ce document, de cet élément racine pour produire le contenu du document résultat. Donc, toujours le même exemple avec un cinéma, mais cette fois-ci avec un nom de cinéma, son adresse, et ensuite les différentes salles. Tout à l'heure, j'avais que les salles. On peut déclarer un premier règle qui se déclenche sur la racine, l'élément racine, qui produit le cadre HTML, qui produit une en-tête avec le programme du cinéma. On va chercher le nom du cinéma, ça peut être en tant que titre de la page produit. Et ensuite, on va produire le corps de la page HTML. Et pour le remplir, on va déclencher l'examen des règles pour l'élément cinéma, qui est en forme de la racine. Ensuite, on va créer une règle pour le cinéma. C'est ce qui va être appelé quand on va rencontrer un nœud cinéma. Là, en titre niveau 1, on va afficher son nom en italique éventuellement, avec la balise I. On va mettre une ligne horizontale HR, ça veut dire ligne horizontale en HTML. Ensuite, on va afficher l'adresse, on va afficher le métro, on va afficher... et ensuite, on va déclencher l'examen des salles avec le Apply Template. Jusqu'à maintenant, on avait produit un arbre HTML avec une en-tête avec le titre. On a produit un corps, le body,
avec pour chaque cinéma, enfin, le nom du cinéma, euh, l'adresse, et ensuite pour chaque salle, on va produire euh, une vue de la salle avec son numéro et les films qui sont projetés. Euh, Comme j'ai dit, on peut combiner deux types de programmation, déclaratif ou impératif. On peut utiliser des variables, mais en fait, ce sont des constantes. Et on peut même faire de la programmation récursive. Euh, Encore un autre exemple avec un autre document XML qui contient un cours lecture avec des sujets, des euh, enseignants euh, et des cours, des sessions de cours avec leur titre. Euh, et jusqu'à maintenant, on a vu que en programmation déclarative, c'était le processeur qui examinait les nœuds du document source et qui déclenchait des règles. En programmation impérative, on peut appeler explicitement une règle comme une procédure. Dans ce cadre-là, euh, il faut que, et on peut même passer des paramètres. Dans ce cas, la règle ne contiendra pas de motif, donc pas de match, d'attribut match, mais contiendra un attribut name qui joue le rôle de nom de procédure. Donc là, il y en a une règle dont le nom est display et qui va afficher la position du nœud sur laquelle il y a le nœud contexte et afficher sa valeur avec le point. Et cette règle peut s'appeler par l'instruction call template. Donc là, c'est call template, c'est comme un appel à une fonction. En Java, en C++, mais là, on va XSL call template. Et ça peut, bien sûr, les call templates, ça s'appelle à l'intérieur d'une règle déjà existante. Donc il faut une règle avec un match pour que ça passe, mais si on fait la règle initiale pour la racine, après on peut faire des call templates dedans. On n'est pas obligé de faire des apply templates. Ça c'est la différence entre déclaratif et impératif. C'est quand on fait des apply templates, ça retourne dans le cadre déclaratif. Quand on fait des call templates, ça passe en mode impératif. Donc là on appelle la méthode display, on peut l'appeler ici dans une balise dont le nom de la balise est name. On peut l'appeler dans chaque texte le call template display et ça va afficher son contenu précédé de la position du nœud. On peut la faire pareil pour les commentaires, afficher explicitement le contenu des commentaires. Et c'est comme ça que donc une règle type procédure se déclare et ça passera, par exemple, ça affichera ce genre de résultat pour ce document XML qui est en dessous. Donc, position 2, 3, enfin 1, 2, 3, ainsi de suite. À chaque fois dans sa position dans sa fratrie du nœud. On peut passer des paramètres avec les mots-clés XSL param et XSL 8 param. Donc le param, c'est à mettre dans la déclaration avec un name. On peut définir un paramètre avec un nom et une valeur par défaut avec select. Et à l'intérieur de la règle, on s'y réfère avec un dollar devant. Donc dollar $text permet de récupérer la valeur du paramètre texte. Et quand on l'appelle, c'est à l'intérieur du call template, on met l'instruction with param, on précise le nom du paramètre et après on précise sa valeur avec de l'XPath toujours. Donc là c'était le nœud contexte, le nœud name qui était passé en paramètre. Et là, c'est un commentaire et là, c'est la transformation juste du chaîne de caractères constant comment qui est passé pour ces commentaires en paramètre pour le template view et pour son paramètre qui s'appelle text. Donc c'est verbeux, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a des règles qu'on peut appeler avec des paramètres et il y a des règles qui sont déclenchées avec un motif, avec l'attribut.
c'est ce qu'il faut retenir. Je passe rapidement là-dessus parce que le temps passe, c'est des exemples. Euh, mais en général, dans un flux de travail, on a un document XML, on la transforme avec une feuille de style. euh, Ça donne une page HTML sur laquelle éventuellement on peut appliquer d'autres feuilles de style CSS pour être affichées dans le navigateur. Donc, quelques détails, mais je vais pas rentrer ici, je vais passer très vite. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'entête du fichier XSL? Euh, il y a un certain nombre d'attributs, vous pouvez y voir. On peut spécifier, donner des instructions pour le processeur si c'est le résultat interprété comme XML, HTML ou du texte. On peut préciser si il fait de l'indentation ou non, ainsi de suite. Je passe plus rapidement. On peut spécifier qu'il garde les espaces ou non. On peut préciser si, enfin, dans le template, là, il y a tous les attributs que vous pouvez mettre. Et il y a le name, on a vu, on avait priority, c'était quand il y avait plusieurs éventuellement de templates euh, qui se déclenchaient sous le même élément. On avait le match pour le motif et on avait un mode. Je ne vais pas rentrer dans le traitement du mode et on peut les appeler avec un call template. Euh, il y avait l'apply template qui déclenchait l'examen de descendant par défaut ou du résultat d'une expression XPath s'il y avait l'attribut select. Ça, c'est dans le contexte déclaratif. Euh, les modes, je ne vais pas entrer dedans, ça sert pour éventuellement définir, c'est une sorte d'instruction de pré-processing, définir différents modes et appliquer différentes règles en fonction du mode. On a vu copy of et value of qui permettent de sélectionner le contenu sans ou avec balise d'un nœud. Euh, il y avait le for each qui permet de boucler sur le résultat d'une expression XPath qui est valeur de son attribut select. Et à l'intérieur de la boucle, chaque fois le nœud contexte change. C'est toujours le nœud courant du résultat du XPath sur laquelle on est en train de boucler, qui est le nœud contexte à chaque itération. On avait le sort, donc on peut trier les résultats d'une boucle for avec un XSS sort qui est à placer juste après le sort. Et ça permet de trier les résultats de l'expression XPath qui était l'expression de la boucle selon un élément, selon une caractéristique des nœuds résultats. Si on a des auteurs, on peut trier selon leur nom, par exemple. Par défaut, c'est ascendant, mais on peut spécifier un attribut order pour la transiger en descendant. On peut spécifier le type de données, parce que là, les résultats peuvent être, par défaut, c'est des chaînes de caractères, mais s'ils contiennent des nombres, on peut spécifier de prendre en compte l'ordre numérique. Je fais une parenthèse. Par défaut, c'est un tri lexicographique. Donc, si on a des attributs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20, le 11, il passe avant le 2 en tri lexicographique parce que ça commence par le caractère 1 qui est avant le 2. Alors que si on change le type de données en nombre, le 11, il passe après le 2. Donc, ce n'est pas anodin le type de données. Si on a des entiers ou des nombres à trier et pas des chaînes de caractères, ça ne donne pas le même ordre. On a l'instruction XSL if qui a un attribut test dans laquelle on met un attribut XPath, une expression XPath, et c'est traduit en vrai ou faux selon les règles de ce qu'on a vu avec les c'était dans l'XPath qui était entre des crochets, c'était des, j'ai un trou, des prédicats, voilà, merci beaucoup, des prédicats. Il n'y a pas de else dans le XSL de if. Ensuite,
il y a le choose qui est le choix multiple. Vous avez un exemple ici. Ensuite, jusqu'à maintenant, les instructions qu'on a vues, c'était pour recopier ou changer d'ordre des éléments. On peut créer explicitement des éléments. XSL élément permet de créer un élément avec un nom calculé. Donc là, l'attribut name euh, prend comme valeur une expression XPath qui peut donc ou un constante on peut spécifier, calculer le name. Pareil pour les attributs, pareil pour le texte, pareil pour les instructions de traitement, les commentaires. Euh, on a des exemples. On peut déclarer une variable avec un nom et lui attribuer une valeur avec l'attribut select. C'est des constantes en fait. Il faut la redéclarer si on veut changer leur contenu. Une variable est déclarée et visible à l'intérieur, enfin dans ses frères, dans les frères et dans les descendants de l'élément dans lequel il était déclaré. En gros, un exemple, je passe vite. Les paramètres et le 8 param qu'on a vu pour déclarer et appeler des règles avec des paramètres. Un certain nombre de fonctions. Donc, current permet de récupérer le nœud courant à l'intérieur. Donc, il y avait le point. Mais dans une expression XPath, ou dans une expression, il y a également la fonction courant qui vient de récupérer le nœud courant. On peut récupérer le document XML, ainsi de suite. Très important ce transparent, parce que ça sera une question en DS. Ça donne une expression XPath qui permet de récupérer, par exemple, des éléments sans doublon. Là, je considère que je vais récupérer les éléments city. J'ai plusieurs pays ou j'ai plusieurs villes. Et dans le prédicat ici, je mets une négation. Donc je cherche toutes les villes. Et je garde une ville si je ne l'ai pas déjà rencontrée. C'est ça l'expression, c'est ça le prédicat. Donc texte égale preceding city text. Ça veut dire que je compare le texte de mon élément city courant à tous les contenus texte des éléments city précédents. Et s'il y a pour un élément précédent, ça match, ça donne le même exemple, alors mon équation va être vraie. Et comme je la nie avec le not, l'expression, le prédicat va être faux, donc je ne vais pas rajouter, je vais éliminer de mes résultats les villes que j'ai déjà vues. Donc à la fin, la liste de résultats contiendra les noms de villes sans doublon. Donc ça, c'est une astuce syntaxique XPath pour aller chercher éliminer des doublons. Voilà. Donc XSL est un langage basé sur des règles pour transformer des documents XML. Ça exploite la structure arborescente. Certains types de nœuds déclenchent des règles. Il y a des règles qui s'appliquent sur certains types de nœuds. Et ensuite, on combine différentes manières de programmer impératif, déclaratif et dans le déclaratif différentes règles pour produire un document résultat. XPath est massivement utilisé. Donc, après, il y a un certain nombre d'inconvénients, c'est assez verbeux. Et tous les outils, alors il y a des bibliothèques XSL dans quasiment tous les langages et tous les navigateurs, mais parfois ils réagissent un peu différemment sur des feuilles de style. Donc, c'est pas un standard. Plus d'informations, donc XW3 Schools si vous voulez juste prendre en main rapidement XSL et w3.org si vous voulez avoir la référence complète.